Alors voilà, mesdames et messieurs, le Mayanim fait grâce d'un nouveau jour ce mercredi 1er octobre 2025. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes et merci de prendre le rendez-vous de la première session d'information sur ETélé dont voici la charpente. Lors de la deuxième journée de la conférence internationale sur la nutrition, autorités et partenaires ont tenu une table ronde autour du financement du projet de supplémentation des 1000 premiers jours et plus. Suivez tous les détails dans ce journal. Le Collège des ministres conseillers a visité ce mardi 30 septembre 2025 le chantier de la cité administrative d'Abomey-Calavi pour évaluer l'avancement des travaux. Il s'agit d'un site destiné à moderniser l'administration publique et à améliorer les services aux citoyens. Et retrouvez dans Écho de nos plateaux les analyses des invités de l'hebdo des éditorialistes sur l'interdiction de la circulation des poids lourds en journée dans le Grand Nokoué. Mesdames et messieurs, à nouveau, bienvenue à cette première session d'information sur ETélé pour le compte de ce nouveau mois, octobre 2025. Démarrons ce journal par la deuxième journée de la conférence internationale sur la nutrition, une rencontre d'envergure au cours de laquelle autorités et partenaires ont tenu une table ronde pour mobiliser les fonds nécessaires dédiés au projet de supplémentation des 1000 premiers jours et plus. Les images de cette table ronde sont à suivre à travers ce téléma. Ouvert depuis ce 27 septembre 2025, la conférence internationale sur la nutrition s'est poursuivie ce 28 septembre 2025 avec une table ronde réunissant la représentante de la Banque mondiale, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale ainsi que le ministre de la Santé sur les financements consacrés au projet de supplémentation des 1000 premiers jours. Le ministre de la Santé a insisté sur l'importance d'assurer une croissance efficace aux enfants depuis leur bas âge. Assurer aux enfants béninois une nutrition adéquate dès la grossesse et au cours de leurs 2 premières années de vie afin de leur offrir les meilleures chances de grandir en bonne santé, de réussir à l'école et de devenir des adultes productifs. C'est pourquoi, au-delà d'un simple projet de santé publique, la supplémentation nutritionnelle est une priorité nationale et un enjeu de développement socio-économique. La table ronde de ce jour marque une étape cruciale, celle de la mobilisation des ressources nécessaires pour garantir la mise en œuvre effective et durable de ce programme dans toutes les zones ciblées de notre pays. La représentante de la Banque mondiale a réaffirmé l'engagement de son institution à soutenir le Bénin, aussi bien sur le plan financier que technique, pour garantir la réussite et la durabilité du projet. La mission de la Banque mondiale est de soutenir le Bénin au travers d'une approche de long terme pour renforcer et attendre la couverture des services de nutrition, améliorer la qualité des interventions multisectorielles et soutenir l'innovation. Le ministre d'État, quant à lui, a mis l'accent sur la vision globale du gouvernement. Nous avons décidé, nous au Bénin, de saisir la fenêtre du dividende démographique. Nous voulons être parmi ceux qui vont être les gagnants du dividende démographique. Nous ne voulons pas que ces milliers d'enfants, ces millions d'enfants qui, à l'horizon 2050, je l'ai rappelé hier, en Afrique, nous aurons plus d'enfants en 2050 que dans le reste du monde. Mais si nous réglons tous ces problèmes, il est évident que l'Afrique sera certainement maîtresse de son propre destin. Au thème de cette table ronde, le message est clair. Au-delà des annonces, c'est la convergence d'actions entre gouvernements et partenaires qui fera la différence pour bâtir un avenir plus sain et plus équitable.
Et nous allons rester dans cette même dynamique de la conférence internationale sur la nutrition pour dire qu'en ce deuxième jour, juste après la table ronde, une conférence de presse s'est tenue, une rencontre avec les professionnels des médias au cours de laquelle le directeur général des politiques de développement Cyriaque Edon a fait le point des financements mobilisés pour accompagner le projet de supplémentation nutritionnelle dans sa mise en œuvre. Suivant. À l'issue de nos échanges, nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons reçu des partenaires des engagements fermes de financement du projet à hauteur de 442,5 millions de dollars US, soit 252,8 milliards de francs CFA, ce qui représente 126% de financement attendu, qui est de 350 millions de dollars US, soit 200 milliards de francs CFA. Ce financement substantiel permettra de renforcer les interventions nutritionnelles à fort impact, d'élargir la couverture géographique du programme et d'assurer une mise en œuvre efficace et durable des actions prévues sur le terrain. Nous allons à présent nous intéresser justement à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour le compte de cette année 2025. C'était donc ce mardi 30 septembre, une séance marquée plutôt par l'annonce d'un soutien de l'État à l'aide à la presse béninoise avec en ligne de mire la rénovation de la maison des médias. Les explications du président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, Édouard Loko, sont assurées à travers ce téléma. L'aide de l'État, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai tenu parole. La HAC a tenu parole, ça n'a pas été facile. Mais l'aide de l'État de papa est morte. C'est ainsi que le président de la HAC a ouvert les travaux de la deuxième session ordinaire de l'année. Cette aide de l'État destinée à la presse béninoise se veut différente de ce qui se faisait auparavant. Déjà, la Maison des médias est placée au cœur du dispositif, un choix qui traduit la volonté de rompre avec les anciennes pratiques et d'investir dans des infrastructures pérennes. Quelque chose m'a toujours frappé. Nous avons des hôtes qui viennent de pays étrangers. Vous savez où ils aiment habiter? À l'hôtel de la Bourse du Travail. Quel est l'état, nous, de notre maison des médias? Que nous avons eu la lumineuse idée, des presseurs, la lumineuse idée des gens comme Acapit, de faire acheter. La maison aujourd'hui est en ruine. Il n'y a pas un autre mot pour décrire ça. Et ce n'est nullement la faute des associations, ni la direction de ces maisons des médias. C'est notre faute collective. Nous n'avons pas pensé qu'une maison des médias, nous aurons pu équiper et obliger tout politique qui veut faire conférence de presse vient faire ça à la maison des médias. Ce n'est pas la moindre des choses qu'on puisse exiger et avoir. Nous avons laissé tomber la rue, la maison des médias. Le président de la République et le ministre des Finances affichent d'ailleurs leur volonté d'accompagner cette dynamique, explique Édouard Loko, président de la HAC. Le président de la République et le ministre des Finances, ils m'ont dit, l'aide de l'État, 350 millions, vous croyez que c'est de l'argent? Ce n'est pas de l'argent. Nous sommes prêts à mettre le milliard si vous nous dites, voici ce que nous voulons en faire. On dit, vous faisiez quoi? Vous avez fait quoi avec l'argent pendant 20 ans? Vous savez c'est quoi les résultats? Je n'ai pas trouvé les bonnes réponses. Mais quand en balbutiant, j'ai fini par dire, nous avons une maison des médias qui est en ruine, mais c'est automatiquement qu'on nous refait cette maison, on nous refait cette maison à neuf. C'est le ministère des Finances qui automatiquement a envoyé des techniciens pour aller voir l'état du bâtiment. Et ça, ils disent ça, c'est un projet qui va vous profiter à tous. Un lieu où nous pourrons nous voir. Un lieu où nous pouvons, c'est-à-dire obliger les politiciens à venir faire leur conférence. Un lieu où les associations seront à l'aise pour réfléchir. Ainsi, s'ouvre la deuxième session ordinaire de la HAC pour l'année 2025, placée sous le signe de l'appui à la presse et de la modernisation de ses infrastructures. Effectivement, il faut donc encourager l'actuel mandature
de la HAC à aller loin justement dans cette vision, puisque un tour à la maison des médias Thomas Meillansan à Cotonou, c'est de la merde, tout simplement, ce qui n'encourage pas l'effort des aînés qui ont œuvré véritablement pour que cette maison existe au profit des professionnels des médias. Salut donc Edouard Loco et toute son équipe. Parlons à présent justement de cette descente du collectif des ministres conseillers sur le chantier de la cité administrative d'Abomey-Calavi, une infrastructure de grande envergure presque achevée qui s'étend sur environ 40 hectares. Ce projet vise à centraliser les services publics dans un même espace afin d'améliorer leur efficacité et leur accessibilité. Suivons ici, mesdames et messieurs, les images. À Assoubeta, dans la commune d'Abomey-Calavi, la cité administrative prend forme. Ce mardi 30 septembre 2025, les ministres conseillers se sont rendus sur le chantier, implanté sur un site d'environ 40 hectares. Presque achevée, cette cité s'inscrit dans une dynamique de modernisation des services publics avec pour objectif de regrouper les différentes administrations afin d'optimiser leur fonctionnement et de rapprocher l'administration des citoyens. Nelson Fafé, chef de projet, présente ici les différentes composantes de cette cité. La cité administrative d'Abomey-Calavi est un complexe immobilier administratif, donc composé de 16 bâtiments administratifs, d'un centre de conférence, d'un centre médical, des restaurants et maquis et des locaux techniques. Et cette cité a pour but d'offrir un meilleur cadre de travail aux fonctionnaires de l'administration. Ce projet que nous appelons communément le jumeau de la cité ministérielle est destiné donc en lien avec la cité ministérielle à accueillir tous les services au plus haut niveau. Donc la cité ministérielle accueillera les différents ministres et leurs cabinets immédiats, mais la cité administrative, en complémentarité, accueillera l'ensemble des directions techniques de nos ministères. À la date d'aujourd'hui, nous sommes globalement à 60% d'avancement. Et en termes de projection, nous envisageons d'achever ce projet au 31 mars 2026. Pour Janvier Yaoudéou, coordonnateur des ministres conseillers, la cité administrative s'impose comme une réalisation remarquable, porteuse d'un changement concret, celui de meilleures conditions de travail pour les agents de l'État. Et nous avons juste constaté que cette bourse impénétrable est devenue une réalité et que nous avons une cité qui peut accueillir autour de 7 000, 8 000 personnes. Et dans cette cité, il y a restaurants, il y a bien entendu des bureaux, il y a le restaurant, les centres de conférences. Vous savez, c'était une brousse impénétrable et comme à ses habitudes, la gouvernance de la rupture a transformé la brousse en une cité utile. Utile pour le citoyen parce que ça permet d'avoir un meilleur service. Lorsque tous les besoins du citoyen se retrouve au même endroit, ça signifie qu'il a à faire moins de déplacements. Nariam Djaouga, ministre conseiller aux Affaires sociales et du Travail, abonde dans le même sens. Je suis très impressionnée par l'ampleur et la qualité des travaux que nous avons visités sur ce site qui abrite la cité administrative. Je crois que ce projet répond à la vision du gouvernement sous le leadership éclairé, bien sûr, du président de la République pour moderniser l'administration publique et également rapprocher l'État des citoyens. Avec cette cité administrative, l'État inscrit une nouvelle page dans sa politique de proximité et de performance, offrant aux employés un cadre de travail renouvelé et aux usagers des services publics plus accessibles. Intéressons-nous, comme annoncé au déco de nos plateaux, l'interdiction de la circulation des engins poids lourds en pleine journée. Oui, dans la circulation est l'un des sujets abordés sur le plateau de l'hebdo
des éditorialistes du dimanche 28 septembre 2025. Pour les éditorialistes, excusez, c'est une bonne initiative qui vise à fluidifier la circulation et à éviter les cas d'accidents répétés. Suivez ici un extrait. Je crois que c'est une mesure qui vient réglementer la circulation dans le Grand Nokoué, puisque vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui, quand on voit le trafic sur les artères du Grand Nokoué, le trafic est de plus en plus intense. Et quand c'est comme ça, il faut forcément trouver des moyens pour permettre que les routes soient utilisées avec beaucoup plus de parcimonie, de sorte à ce que les activités des uns n'empiètent pas sur celles des autres. Donc, je pense que c'est le souci qui est derrière. J'aurais souhaité que l'exécution de cette décision soit immédiate, mais puisque c'est l'autorité qui a voulu que ce soit en janvier, nous allons patienter jusqu'à ce que cela arrive. Sinon, les dégâts de ces camions nous agacent, puisque dans la ville, quand vous voyez la plupart des accidents mortels dans nos grandes villes, c'est souvent de la part de ces conducteurs ou de ces engins-là que cela vient. D'abord, quand vous prenez le décret, les raisons qui sont évoquées, il y a la dégradation de l'infrastructure routière, l'affaissement et bien d'autres. Et on a cité, on a même annoncé qu'ils sont la cause, messieurs, ils sont les causes de certain nombre important d'accidents. Donc, sur ces trois aspects-là, je pense que, oui, il est important également, puisque l'astre routier est dans toutes les grandes villes, il est important, bien évidemment, de chercher à rapprocher l'exécution de la décision pour que ça rentre en vigueur. Pour moi, je pense que il est important. La simplification, non, pas du tout. Parce qu'eux-mêmes qui conduisent les gros porteurs là, ils savent que quand vous avez un engin qui doit prendre une charge de 10 tonnes et que vous arrivez à faire 20 tonnes, vous savez ce qui se passe, et eux-mêmes le savent, mais pourtant ils le font. Et donc, il faut passer directement à la répression. C'est pas aujourd'hui qu'on a les gros engins sur nos axes routiers. C'est pas hier qu'ils sont sortis. Non, pas du tout. Ils existent depuis. Et donc, on connaît. D'accord? On connaît le mal qu'ils causent donc à nos citoyens. Et donc, pourquoi leur donner tant de temps pour être en phase? Je pense qu'il faut passer à la vitesse supérieure en même temps, à la vitesse de répression avec des mesures coercitives qui puissent les amener à se ressaisir. Sur le plateau de l'hebdo des éditos avec Mel Lawson dimanche dernier, il était aussi question du lancement de la troisième phase du microcrédit à la FIA, une mesure qui a été aussi saluée unanimement par les éditorialistes présents en plateau avec Mel Lawson. Suivons à nouveau ces débatteurs. Non, il faut d'abord donc rappeler que ce programme dont nous parlons aujourd'hui, ce dimanche, est un programme à impact direct donc sur les couches vulnérables. Et à la question de savoir si ça a des impacts, oui, absolument, ça a des impacts. Faites un tour dans nos localités. Vous verrez que, et bien évidemment, ce programme est d'une importance capitale. Il est demandé, ce programme est réclamé. Et c'est sûr, bien sûr, c'est après l'analyse et comment faire pour dépolitiser donc ce programme-là qu'en 2020, et bien sûr, le gouvernement a relancé le programme microcrédit à la FIA avec une nouvelle formule. Aujourd'hui, avec la nouvelle version à la rupture, je dirais ça comme ça, eh bien, il y a eu un reformatage de ce programme-là et ça permet donc aux femmes donc d'agir et de faire leur activité. Si aujourd'hui, on ramène donc la cagnotte à 200 000 francs CFA, c'est dit tout simplement que on est parti donc des cendres des anciennes phases, et bien sûr, parce que, vous l'avez bien fait de le rappeler, que les autres phases donc, ont bien marché et le remboursement a été bien fait. Il faut saluer les acteurs qui ont piloté, qui ont conduit ce projet jusque-là. Ce n'est pas un projet nouveau puisque cela existait déjà avant l'avènement de la rupture. C'est un projet initié depuis le temps de l'ancien président Boni Yayi. Mais il faut noter ici que c'est mieux élaboré depuis quelques années. Dans la pratique, il y a moins de tracasseries. De même, lorsque vous prenez le mode d'octroi de ces crédits, c'est beaucoup plus facile. Aujourd'hui, avec les téléphones portables, il y a moins de tracasseries. C'est des choses qu'il faut saluer, il faut encourager.
Maintenant, passer de 100 000 francs à 200 000, c'est une prouesse, c'est un pas qu'il faut saluer. Ça prouve que quelque part, certainement, les remboursements ont été au rendez-vous. Si les remboursements n'étaient pas au rendez-vous, ce n'était pas évident que l'État puisse décider d'aller à ce seuil-là. Ce n'est que des efforts du gouvernement qui méritent d'être salués à sa juste valeur. L'avis d'appel à candidature ouvert par les démocrates pour parvenir à la fin du parcours à la désignation du duo candidat pour les présidentielles de 2026 est diversement apprécié. Le parti d'opposition donne l'opportunité à ses militants, membres, fondateurs ou adhérents de briguer la magistrature suprême du pays ou, à défaut, être vice-président ou vice-présidente de la République. C'est une démarche inclusive, mais qui affiche des insuffisances et soulève des inquiétudes selon les débatteurs de 120 minutes Actu Soir de ce lundi 29 septembre 2025. Suivons ici un extrait de leur débat au micro de Abdias Sosopé. Le parti a le droit de faire exactement comme il souhaite le faire. Le parti a son agenda. Nous autres qui sommes à l'extérieur, nous ne pouvons que respecter ça. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter le parti des démocrates pour la transparence dans leur processus. Donc, pour le moment, c'est le point que je vois de positif. Ensuite, il n'y a que la note date du 28 septembre et on demande aux aspirants, on leur donne jusqu'au 4, donc à peine une semaine, on leur donne une semaine pour remplir toutes les conditions et déposer les dossiers. Alors, est-ce que ce n'est pas une difficulté? Est-ce que ce n'est pas une façon de déguiser un choix qui avait déjà été fait, mais bon, on veut juste nous faire comprendre ou nous faire croire que ce choix qui a été, enfin, ce processus aura les résultats, enfin, aura des résultats qui vont suivre une procédure, on va dire, claire, et puis bon, que ça va être vraiment sur la base des différents critères que les candidats seront choisis. Je pense que les critères sont objectifs, mais concernant la question financière, je pense qu'elle est une barrière discriminatoire. Juridiquement parlant, je pense qu'elle est une question discriminatoire. Et politiquement parlant, je pense que cela mine sur l'image de la transparence que cette démarche d'appel à candidature est censée garantir. Vous ne pouvez pas demander au sein d'un parti politique à un candidat de préparer en amont 25 millions pour, disons, un primaire au sein du parti. Alors que nous savons que peut-être il n'a pas tout à fait la chance. Nous avons peut-être des militants modestes au sein du parti par rapport à ceux qui sont fortunés, qui ne vont pas se déranger à déposer cette somme. Nous avons forcément des militants assez modestes, mais très compétents qui ne pourront pas remplir ces critères-là. Pour la question des critères, moi, comme je le disais tout à l'heure, pour quelqu'un qui voudrait être candidat aux élections, il devrait quand même déjà se préparer pour avoir les documents, les pièces administratives. Si je dois prendre uniquement d'abord les pièces administratives, on ne peut pas parler d'exclusion parce que tout le monde a eu la même chance pour pouvoir déposer les dossiers pour avoir ces pièces-là. L'autre chose, quand nous prenons le critère qui parle d'avoir un certain plutôt ancrage social sur le plan électoral, mais ce n'est pas un critère d'exclusion parce qu'on ne peut pas prétendre vouloir être président de la République si quand même déjà on ne peut pas faire preuve de cela sur le terrain. Ainsi se referme cette première session d'information sur ETélé pour le compte de ce mois d'octobre 2025. Pour vous qui nous avez donc pris au vol, il était question au cours de ce 7 heures, oui, de la deuxième journée de la conférence internationale sur la nutrition, une rencontre au cours de laquelle autorités et partenaires ont réfléchi ensemble pour mobiliser justement les fonds nécessaires dédiés au projet de supplémentation des 1000 premiers jours et plus. Vous avez suivi le compte rendu
dans ce journal. Il était aussi question justement de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sous la présidence de Edouard Loko. Le compte rendu justement de cette cérémonie inaugurale a été donc livré au cours de cette session d'information. On a parlé aussi de la visite du chantier de la cité administrative à Abomey-Calavi par les ministres conseillers sur la conduite de leur coordonnateur Janvier et Yawedeo. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, il faut dire que le taux d'exécution de ce chantier est estimé à 60%. Infiniment merci, oui, de nous avoir suivis. La prière pour tout un chacun de vous, amis téléspectateurs, c'est que ce mois qui démarre ainsi soit un mois de grâce pour tout un chacun de nous, afin que tout ce que nous avons touché, nos doigts, se transforme en bénédiction pour tout un chacun. Oui, de vous, toutes nos productions sont à retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, www.etelebenin.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte X ETélé en live, notre chaîne YouTube ETélé Benin, sans oublier notre application iOS et Android est téléchargeable gratuitement sur Play Store. C'est ETélé, tout simplement, vous cliquez pour nous suivre un peu partout sur la planète. Merci une fois encore de nous avoir suivis. La matinale doit donc se poursuivre avec grâce à Vie Madier ce matin. Restez connectés car le meilleur reste encore à venir. Portez-vous bien et très bonne journée à chacun et à tous. Au revoir.